Voilà, je disais souvent dans des conférences, on sera bientôt au rythme d'une guerre par an, ça paraissait une boutade, et bien en fait on y est. La France maintenant attaque le Mali, et je crois qu'une guerre par an, ça veut dire que chacun de nous a vraiment intérêt à réfléchir comment on peut repérer la désinformation, ne pas se faire piéger par les médias mensonges. Et là, c'est pour ça que je dis toujours qu'il est absolument important que chacun maîtrise ce que j'appelle les 5 principes de la propagande de guerre, parce que dans le cas du Mali, il est clair qu'on nous raconte n'importe quoi. On nous dit d'un côté que la France s'allie avec des forces islamistes en Libye et en Syrie pour renverser les gouvernements, et puis au Mali, on nous dit qu'elle combat les islamistes. Donc c'est n'importe quoi. Et c'est confirmé par la déclaration de Villepin, l'ancien Premier ministre français, qui vient de dire à propos de cette guerre au Mali, je cite, tirons les leçons de la décennie des guerres perdues, Afghanistan, Irak, Libye. Jamais ces guerres, dit-il, n'ont permis de venir à bout de terroristes essaimant dans la région. Au contraire, elles légitiment les plus radicaux. Jamais ces guerres n'ont permis la paix régionale. Là, je pense que ce point est juste. Et en réalité, le problème, c'est que les terroristes ne sont pas l'objectif de cette guerre, ils sont seulement le prétexte. Et quand on regarde dans la presse, je vais prendre un exemple, c'est celui du quotidien bruxellois le soir, que je lis tous les jours, mais je vous incite à faire la même chose avec le vôtre. On a ici, mardi 15, un grand dossier, le Mali sera-t-il le nouvel Afghanistan? Voilà, on a pourquoi la guerre, qui entre en guerre, qui est l'ennemi, une carte, on se dit ça y est, on va apprendre tout. Et en réalité, on n'apprend rien d'important. Regardons la carte. Je cite une carte, mais elle nous montre les moyens militaires engagés, tout ça, et elle nous montre les pays de la région, mais en réalité, elle nous cache l'essentiel. Parce que dans une région, l'essentiel, c'est les intérêts, c'est les richesses. Les 5 principes de la propagande de guerre, c'est cacher les intérêts, cacher l'histoire, se faire passer pour la victime ou le défenseur de la victime, diaboliser l'adversaire et monopoliser, empêcher le débat. On va les voir rapidement. Le plus important, c'est les intérêts, c'est-à-dire sur cette carte, on aurait dû avoir l'or, le gaz, le pétrole, l'uranium. Où ils sont? Pourquoi on se bat? Et au Mali, c'est un producteur d'or et d'argent assez important. Et quelles sont les multinationales derrière? Il y a plusieurs multinationales occidentales, dont le français Bouygues, qui est sous-traitant. Et l'exploitation de l'or et de l'argent, ça se fait dans des conditions absolument dégueulasses, avec de l'arsenic, du cyanure, et les mineurs crèvent comme des mouches, il y a de très longues grèves, et c'est vraiment scandaleux. Et la question du gaz et du pétrole, il y en a dans cette région, on va le voir, et je crois que surtout qu'il faut beaucoup parler de l'uranium. Parce que l'uranium, il y en a au Mali, dans les régions pour lesquelles on se bat, mais il y en a encore plus au Niger voisin. Le Niger est donc le pays qui est juste à côté du Mali, et les affrontements se sont déroulés là aussi. Il y a aussi eu le même genre de problème. Et en fait, le Niger, c'est le numéro 3 et probablement même bientôt le numéro 2 comme pour la production mondiale d'uranium, avec surtout une firme française, c'est un monopole public et privé, qui s'appelle Areva. Le chiffre d'affaires d'Areva, c'est plus important que tout ce que produit le Niger en un an. Et le Niger, en même temps, c'est le pays, sur la liste du développement humain, c'est le pays numéro 174, c'est-à-dire le dernier. Et quand je regarde un peu les données de cette pauvreté, l'espérance de vie au Niger, 49 ans seulement. Taux d'alphabétisation, 28% seulement. École, les enfants qui vont à l'école, 38% seulement. Et en plus, donc, l'exploitation de l'uranium, ça provoque un grand problème de déchets, ça provoque des cancers qui sont liés, ça a besoin de beaucoup d'eau, donc les paysans n'en ont pas, donc les famines sont aggravées. Et quand la firme Areva est venue demander quand le président nigérien est venu demander à Areva, on voudrait un peu d'argent pour les enfants de nos écoles, Areva a dit que ce n'était pas son problème. Donc, il faut bien se rendre compte que
cette firme-là, c'est vraiment un bandit au niveau international et que c'est une source de richesse pour certains intérêts privés extrêmement puissants en France. Je cherche d'ailleurs une déclaration de Sarkozy. En février 2009, il déclare, je cite, « Il y a le monde à conquérir en matière d'énergie et la France, qui n'a pas de pétrole et qui n'a pas de gaz, doit devenir exportatrice. » Donc en fait, c'était vraiment un représentant de commerce de l'industrie nucléaire française. C'est un gros truc. C'est lié au monopole de l'électricité. Et les gens qui se font de l'argent grâce à l'uranium, c'est aussi Alstom et donc Bouygues, de nouveau, TF1. C'est Suez, qui est l'électricien mondial numéro 2. Et donc, c'est des gens comme Albert Frère, c'est tous des gros milliardaires qui dirigent la France, en fait. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'uranium, c'est donc une longue filière, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à l'exploitation des centrales nucléaires, et puis le retraitement et tout ça. Et beaucoup de ces segments, c'est pas là qu'on gagne, parce qu'il y a énormément de problèmes d'environnement à cause de l'irresponsabilité, et où on gagne 80% des bénéfices, c'est dans l'extraction, justement. Donc, c'est ça la question clé. On gagne beaucoup si on ne paye pas les matières premières. On a un peu d'argent de poche au président et rien ne va à la population. Et ça, c'est le problème mondial, le problème global des matières premières. Avec l'argent des matières premières, ou bien on fait comme Chavez ou Evo Morales en Bolivie, on utilise l'argent du pétrole, l'argent du gaz, pour apporter aux gens la santé, l'éducation, du travail, irriguer les champs pour que les paysans puissent vivre, leur donner un travail, les aider, ou bien avec ce fric, on enrichit quelques milliardaires qui, de toute façon, ont déjà beaucoup trop d'argent et qui ne servent à rien en réalité. Et dans le cas du Niger, c'est très intéressant. Areva et tous ces milliardaires se font beaucoup d'argent sur le dos du Niger, et le Mali, où on annonce aussi de l'uranium, c'est la même chose. Et pendant ce temps-là, les populations locales, elles crèvent de faim. Donc ça, c'est le grand problème qu'il faut absolument résoudre. Et c'est pour ça que je dis que la guerre contre le Mali, c'est pas une guerre contre les terroristes, elle a en réalité des cibles qui sont tout à fait différentes. D'abord, il y a les Maliens. Il y a eu, il y a quelques mois, un coup d'État avec des militaires qui en avaient marre des marionnettes imposées par la France, qui se remplissaient les poches, qui étaient vraiment les champions de la corruption, et qu'aucun des problèmes de la population malienne n'était réglé. Donc je pense que le capitaine Sanogo et ces militaires-là, c'est vraiment une cible. Il faut savoir que la France a imposé un embargo sur les armes qui a empêché l'armée malienne de s'armer pour résister à cette invasion. Donc c'est un double jeu très hypocrite de la France. Une deuxième cible, selon moi, c'est le Niger. J'en ai parlé. Une troisième, c'est l'Algérie. Quand on regarde la carte, on voit bien que le Mali, c'est pour ça que c'est stratégique. C'est pas tellement les richesses même du Mali, c'est la position stratégique avec le Niger, avec d'autres pays en dessous, et surtout avec l'Algérie. Et pour moi, l'Algérie était déjà aussi une cible de la guerre contre la Libye, et maintenant avec le Mali encore plus. Pourquoi l'Algérie? Bon, c'est vrai que c'est un gouvernement qui a déjà fait des concessions assez fortes au néolibéralisme. N'empêche que l'Algérie, c'est une cible parce que c'est un gros producteur de pétrole et surtout de gaz. C'est un pays qui garde un secteur public important et c'est un pays qui résiste à Israël. Donc là, il est sur la liste des cibles, c'est très clair, et ça ne va pas s'arrêter. Derrière l'Algérie, selon moi, c'est aussi une guerre contre l'Afrique, dans la mesure où il s'agit de garder ce qu'on appelait le précaré de la France, de garder son jardin. La France veut contrôler, ça veut faire un monopole, éventuellement en alliance, mais coup-ci, coup-ça avec les États-Unis. Mais en tout cas, le grand ennemi, c'est la Chine. Il faut absolument empêcher que l'Afrique soit un partenaire stable de la Chine et fasse des affaires plus intéressantes avec la Chine. Il faut faire une observation, c'est que Kadhafi et l'Algérie, c'était les deux financiers alternatifs de l'Afrique. Quand un pays africain était soumis au chantage de la Banque mondiale, du FMI, c'est-à-dire des États-Unis, de la France, l'Allemagne, etc.,
Il y avait Kadhafi, il y a l'Algérie qui disait on va vous financer tel ou tel projet de développement et ça donnait un ballon d'oxygène aux pays africains. Donc je pense que c'est vraiment une guerre contre l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a une déclaration récente. Vous savez, les États-Unis ont mis en place un grand système militaire qui s'appelle AFRICOM. Et AFRICOM, c'est donc l'organisation militaire des États-Unis pour intervenir n'importe où en Afrique et arriver à contrôler les ressources. Arriver à contrôler les ressources et à empêcher la Chine d'être un partenaire qui peut offrir des meilleures conditions aux pays africains. Et donc j'ai une citation ici très claire de Peter Pham, qui est conseiller de l'AFRICOM et qui est attaché à l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, c'est un groupe d'experts de droite des États-Unis. L'AFRICOM, dit-il, sert à protéger notre accès au pétrole et autres ressources stratégiques présents en Afrique en abondance. Une tâche, dit-il, qui implique de garantir qu'aucun pays comme la Chine, l'Inde, le Japon ou la Russie n'obtiennent un monopole ou un traitement préférentiel. Ça veut dire que les pays africains n'ont pas le droit de faire du commerce avec qui ils veulent. Ils sont obligés de traiter avec les États-Unis et l'Europe aux conditions imposées par les États-Unis et l'Europe, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rester pauvres et à genoux, et que si ils n'acceptent pas d'être à genoux, on leur fera la guerre pour le leur imposer. Donc, ce qui est totalement absent de ce compte-rendu du journal Le Soir, mais aussi, j'ai feuilleté Le Monde cette semaine et les autres, tous les médias français, belges et autres répètent la même version qui est la version de leur gouvernement, qui est la version de leur multinationale. C'est une guerre contre le terrorisme, c'est un mensonge très clair, c'est une guerre pour l'Afrique, c'est une guerre pour l'uranium, c'est une guerre pour le contrôle de toutes les ressources de la région, c'est une guerre contre les pays africains. Ça doit être très clair. Et il y a d'ailleurs une certaine rivalité qui intervient dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Un deuxième principe de la propagande de guerre, je le disais, c'est cacher l'histoire. On nous parle du Mali, c'est comme si ça venait de commencer hier, on ne nous explique rien, alors que l'histoire des relations entre le pays colonisateur et les colonies, elle éclaire beaucoup. L'histoire de l'Afrique, ou l'histoire de la France-Afrique, montre quoi? Chaque fois qu'un dirigeant africain a voulu que son pays soit indépendant, que les richesses servent à la population et a voulu dire un peu zut aux multinationales, eh bien il a été assassiné. Ça c'est très clair. Vous avez eu Lumumba en 1960-61, assassiné par les États-Unis, la France et la Belgique. Lumumba qui voulait développer le Congo et être indépendant. Vous avez Thomas Sankara au Burkina Faso, vous avez tous les dirigeants du Cameroun, vous avez toute une série d'exemples comme ça. Et dans le cas du Mali, l'histoire de la France, elle est honteuse, elle est abominable, elle n'a absolument aucun droit de dire qu'elle aide le Mali. Il y a eu un premier président élu qui s'appelait Modibo Keïta. C'était un anticolonialiste, c'était quelqu'un qui voulait vraiment développer son pays. La France a organisé un coup d'État, on l'a mis en prison, il a crevé en prison, et on l'a remplacé par Moussa Traoré, un dictateur sanglant et abominable, 23 ans qu'il a fait souffrir les Maliens, et ça c'était le protégé de la France, parce qu'il était au service des intérêts français. Donc vraiment, la France, elle n'a aucun droit de se dire l'ami des Maliens, devrait juste ouvrir une grande tribune de débat sur les crimes de la colonisation française, et que dans les écoles on apprenne ça, et qu'on dise plus jamais. Donc, cacher l'histoire. Un troisième principe de la propagande de guerre, c'est nous faire passer pour ceux qui viennent au secours des victimes, et donc on va présenter nos amis dans la région comme des gens magnifiques et tout ça. On dit maintenant que la France a été appelée par le président malien. Ça c'est un mensonge, c'est un président intérimaire qui n'avait absolument pas le pouvoir de faire ça, c'est une totale marionnette, et la population a directement manifesté contre ça. Dans les marionnettes, on parle aussi de la CEDEAO, donc les États de l'Afrique occidentale, et on dit qu'eux aussi, ils appuient la France. On oublie de dire que ce sont des marionnettes installées par la France au Burkina, par exemple, après cet assassinat, ou bien en Côte d'Ivoire avec Ouattara,
où la France a refusé qu'on vérifie, qu'on compte les résultats des élections et a imposé par la violence son protégé, qui comme par hasard en plus était